laissons la parole à des entrepreneurs, et notamment à Philippe Camus, qui, dirigeant d'Airbus, il a connu la rivalité avec les États-Unis, avec Boeing naturellement, mais il a aussi une bonne expertise de l'économie américaine. Et donc, comment, Philippe, vous voyez cette vision aujourd'hui de l'économie américaine et de cette puissante dominante? Bon, merci bien de m'avoir invité et je vais essayer de vous donner le point de vue des entreprises, et notamment des entreprises multinationales que j'ai eu le plaisir et l'honneur de diriger pendant un certain temps. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le professeur Philippe Alliot, mais je vais essayer de vous expliquer comment, en pratique, ça se passe et comment ce contexte, cet environnement hyper favorable aux États-Unis, comparé à d'autres zones géographiques, est utilisé par les entreprises qui opèrent dans le monde. J'ajouterais simplement un petit chiffre parce que ça me semble important. Les États-Unis sont très attirants comme marché à cause de la taille, bien entendu, à cause de la capacité d'innovation, le niveau de R&D, etc., et de son écosystème très favorable tel qu'il vient d'être décrit, mais aussi parce qu'il y a une caractéristique qu'on ne retrouve pas encore dans d'autres zones géographiques importantes, qui est le PNB par habitant. Alors, le PNB par habitant aux États-Unis est à peu près le double du PNB par habitant en Europe. Et la France est un tout petit peu au-dessus, à peine au-dessus de la moyenne européenne. Donc, ça induit des types de marchés, des produits, des services complètement différents et qui confèrent en fait aux États-Unis, au marché américain, une espèce de rôle de leadership dans les évolutions futures, naturellement, puisque on sait bien que les innovations viennent souvent par le haut, hein, par les nouveaux emplois. Donc, ce premier point fait qu'il y a toute une série de domaines, et pour répondre à la question est-ce qu'il est impératif d'être présent sur le marché américain, je répondrai ça dépend. Alors, ça ne dépend pas du sens du vent, ça dépend de ce que vous faites. Ça dépend de quel type d'activité vous avez, quel type d'entreprise. Bien entendu, c'est évident, tout ce qui est high-tech, que ce soit dans l'électronique, que ce soit dans les réseaux, que ce soit dans la biotech, faut être présent aux États-Unis. C'est avec non seulement l'environnement qui existe, mais parce que le marché y est ou y est déjà. On a bien perdu la bataille sur les réseaux numériques, enfin en tout cas les réseaux dits sociaux, toutes les utilisations soft de ces réseaux, alors on aurait pu très bien réussir, mais on l'a perdu. On n'est pas complètement perdu la bataille sur la biotech, mais c'est quand même très difficile quand on se compare à tout ce qui s'est passé récemment dans les évolutions de biotechnologie. L'histoire de Covid-19 et des vaccins est assez spectaculaire de ce point de vue-là, mais il y a d'autres domaines. Un des points, le professeur Philippe Alliot, je le sais, est très sensible à ce point, qui est l'intelligence artificielle. Sujet éminemment nouveau. Là, l'Europe propose, il y a déjà toute une série d'initiatives prises par les entreprises, notamment les startups qui se développent, mais les États-Unis sont très en avance par rapport à nous en termes de développement. Et alors, ce qui est un peu paradoxal, ce qui me pose un problème, c'est que les meilleurs esprits européens sont français dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous prenez Yann Lequin, qui est l'un des grands papes. Vous avez fait un rapport avec lui, d'ailleurs. Il était dans ma commission. Voilà. C'est un Français. Et vous prenez le patron de l'intelligence artificielle chez Facebook, pareil, c'est Pesanti, français. Vous avez toute une série de Français comme ça qu'on retrouve, mais qui sont partis aux États-Unis parce qu'ils ne trouvaient pas en Europe, prenons au sens large, il n'y a pas de la France, un cadre satisfaisant. Bon, donc, c'est pas joué encore l'intelligence artificielle, mais c'est déjà très fortement parti. Et quand on est une entreprise qui dépend de l'intelligence artificielle, là, le marché, en tout cas la présence sur le marché américain est impérative. Alors, il y a d'autres domaines, bien entendu, que je connais bien, l'aéronautique. Alors, on peut dire Airbus est en train de battre Boeing. Croyez-moi que tous les matins, j'en suis un petit peu fier, ayant un peu participé à cette aventure à un moment crucial où il s'est agi de rassembler, ce qui n'a pas été facile, les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Espagnols et les Français dans la même entreprise, parce qu'avant, c'était en ordre dispersé. Sachez qu'avant qu'on crée EADS en 2000, qui est devenu maintenant le groupe Airbus, complètement intégré, on n'avait aucune idée du prix de revient d'un avion qu'on vendait. Personne ne savait quel était le prix de revient d'un avion. Donc il fallait absolument s'intégrer.
pour pouvoir mieux maîtriser, pouvoir lancer des grands projets, des nouveaux avions. Sinon, on n'y arrivait pas. Bon, en tout cas, ça a marché, mais il faut être présent sur le marché américain. Je crois qu'il n'y a aucun exemple d'avion qui a été lancé, qui n'a pas été acheté par une compagnie américaine, qui a eu un succès commercial dans le monde. La 380, pardon, je dis ça tout doucement, c'est pas un succès commercial. C'est un très beau avion technologique, mais c'est pas un grand succès commercial. Le Concorde non plus, malheureusement aussi. Et donc, dès lors que vous n'avez pas pénétré le marché américain avec un avion commercial, vous avez peu de chances d'y arriver au niveau mondial. C'est vrai, alors dans le militaire, c'est aussi un marché, le marché militaire. Il y a le EDS, Airbus maintenant est très actif dans le domaine militaire, bien entendu, comme Boeing, parce que ça faisait partie de l'équation du combat. Le marché américain est considérable. Je crois que c'est Eric Scholl qui disait tout à l'heure que le budget américain représente la somme des 9 budgets de défense des 9 pays qui suivent les États-Unis. Le marché américain, c'est 900 milliards de dollars à peu près par an de budget de défense. C'est considérable. Il faut absolument y pénétrer. C'est très compliqué, mais on peut y arriver. On peut y arriver. C'est un peu compliqué, mais je peux vous dire qu'on peut y arriver. Bon. Donc, tout ça montre qu'il y a des marchés où il est impératif d'être. Et puis alors, le deuxième point qui est assez, parfois on ne maîtrise pas bien, mais qui est tout à fait essentiel, pourquoi il peut être impératif d'être sur le marché américain, c'est parce que si vous n'êtes pas sur le marché américain va venir à vous. Alors j'ai un exemple qui est dans un domaine technologique aussi, qui est le livre. J'ai longtemps été à la direction générale du groupe Lagardère, ex-groupe Lagardère, et donc notamment j'ai vu toute l'affaire du livre numérique et de la transformation de l'économie du livre avec Amazon. Aujourd'hui, le livre numérique n'a pas tellement progressé. Ça fait 20% du marché, ce qui n'est pas considérable. Donc le livre écrit, heureusement, reste présent. Par contre, Amazon, en tant que distributeur de livres, fait à peu près la moitié du marché mondial. Hein, on parle au niveau mondial. Donc cette évolution profonde de l'économie, de la chaîne de valeur dans l'industrie du livre, s'est produite à partir des États-Unis. Et avec, au départ, un certain scepticisme, je dirais, en Europe. Alors heureusement, on s'est organisé, on a défendu le livre et le rôle des éditeurs. Amazon a essayé d'être un éditeur, ils n'ont pas réussi en réalité, parce que les auteurs se sont mobilisés et on a réussi à bien mobiliser les différents éditeurs du monde entier à garder la chaîne éditeur, auteur, distributeur. Par contre, au niveau de la distribution, vous avez des chaînes entières de librairies qui ont disparu. Le petit, pardon par la taille, mais le grand libraire prescripteur du centre-ville a réussi à survivre parce qu'il y avait une valeur ajoutée supplémentaire. Vous avez même d'ailleurs maintenant des réseaux de distribution qui font que vous pouvez acheter un livre sur Internet et vous le faire livrer chez votre libraire, ce qui permet de joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire la discussion avec le libraire qui est toujours intéressante et en même temps d'avoir le livre chez lui. Donc voilà un peu l'approche par les entreprises. Et ce qui est important, c'est aussi ce que moi j'appelle le soft power américain. Alors, le soft power américain, c'est très important de bien le comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut y être présent, parce qu'il faut en faire partie du réseau. Et je vous donne un exemple tout à l'heure. D'abord, le consommateur américain, il est un peu spécial. Il adore tout ce qui est nouveau. Il est assez gogo sur le plan attirance et il va à l'extrême tout de suite. C'est-à-dire, si le produit plaît, tout de suite, ça va au maximum, en cherchant le meilleur prix, bien entendu, mais il est très sensible à l'innovation. Donc c'est intéressant, il joue un peu un rôle de leader. Il y a le problème des normes. Les normes éditées par les Américains sont très importantes, elles sont mondiales. Il y a le problème du pouvoir financier, on en a parlé. Je pense qu'il y a un petit danger au niveau du pouvoir financier, on reviendra peut-être plus tard, mais c'est les crypto-monnaies. Et puis alors, il y a surtout le soutien fédéral. On a parlé de l'IRA, bien entendu. Il y a d'autres décisions législatives américaines comme le CHIPS ou le Cloud Act, qui sont à la fois pour la protection des sources de semi-conducteurs pour le CHIPS et d'autres types de technologies. Et le Cloud Act, c'est pour la protection des données. Je vous ferai remarquer, on parlait tout à l'heure démocrates républicains, que ces trois actes-là sont des actes bipartisans. C'est-à-dire qu'ils ont été votés par les démocrates et par les républicains.
Et donc, ça montre bien qu'il y a une unité de vue et que ça ne changera rien. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant. Donc, alors, est-ce qu'on peut espérer... alors, le soutien fédéral, oui, je voudrais simplement... Puis après, j'arrêterai parce que je vois que Jean-Pierre commence à me regarder avec des yeux un peu... Avec affection. Avec affection, mais une affection qui pourrait... Ah oui, mais c'est... Non, là, d'accord, je termine, Jean-Pierre. Soutien fédéral. Moi, je voudrais citer une anecdote pour vous montrer la différence telle qu'on l'a vécue quand le professeur dit que l'écosystème fédéral est là, très présent. J'ai dirigé une entreprise, c'est pas Airbus, c'en est une autre, qui se trouvait être en concurrence avec des entreprises d'un autre pays que les États-Unis considéraient comme étant un peu hostile. Je n'avais aucune allusion à une... Bon. Et donc, un jour, je reçois un coup de fil, enfin, ma secrétaire reçoit un coup de fil en me disant il y a le dirigeant du département d'État américain qui voudrait vous parler. Je prends le téléphone. Il dit, est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous pourriez venir à Washington? J'ai besoin de vous voir. Bon, d'accord. Je regarde dans 15 jours. Non, la semaine prochaine. Bon, d'accord, très bien. Je vais à Washington, j'arrive. Je rentre dans une salle. Il y avait, 15 personnes à peu près. Il y avait mon correspondant que j'avais au téléphone. Il y avait 2-3 de ses adjoints. Il y avait un représentant du Trésor américain. Il y avait d'autres pas de la Maison-Blanche, et puis il y avait 2-3 personnes qui ne demandaient surtout pas à être identifiées et dont on n'a jamais connu les noms. Bon. Et puis ils m'ont tout simplement dit, voilà, écoutez, vous avez employé 20 000 personnes aux États-Unis dans des secteurs importants. On sait que vous avez des problèmes avec telle et telle entreprise concurrente. De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? Voilà, tout le réseau américain est à votre disposition. Bon, j'ai un peu utilisé quand même. J'ai raconté la même chose à un ministre, monsieur le Premier ministre, à un ministre de la République française, en lui expliquant voilà comment ça se passe aux États-Unis pour qu'il voit. Alors il a tout de suite dit c'est une excellente idée. Il a donné une instruction à son jeune conseiller technique qui assistait à l'entretien. Il ne s'est jamais rien passé après, bien entendu. C'était vraiment un mauvais gouvernement. C'était pas le... Effectivement, c'est un autre Premier ministre. Ouais. Et puis j'avais reconnu. Et le dernier point, en espérant qu'on puisse avoir une solution au niveau européen, ce à quoi je crois, je suis profondément pro-européen. Le problème, là, c'est que sur le même sujet, il y avait une bagarre intense entre la France, qui avait une politique de réciprocité dans les échanges internationaux, et l'Allemagne, qui avait une politique d'intérêt bien compris, de non-réciprocité, pourvu qu'ils pouvaient vendre leurs propres produits dans le pays en question. Voilà, donc tout ça pour vous montrer dans la pratique comment les choses se passent pour les entreprises. Merci beaucoup de cette intéressante vision avec les entreprises que Philippe a dirigées. Jérémy Gallion, vous êtes directeur général pour l'Europe du cabinet McLarty, et puis vous êtes chercheur associé à l'Atlantic Council. Vous étiez intervenu l'année dernière et nous avions trouvé votre intervention très satisfaisante, et donc vous avez eu droit à une nouvelle semaine. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie pour vos mots d'introduction. Je suis très honoré d'avoir été à nouveau invité, d'avoir passé le test l'année dernière, et en tout cas, je suis ravi et très heureux d'être avec vous à nouveau cette année pour ce formidable forum du Futuroscope. Alors, lorsque j'ai lu la question qui nous est posée aujourd'hui pour la première fois, les États-Unis sont-ils toujours un marché impératif? Je me suis posé la question de savoir à partir de quelle date cette question était devenue pertinente. Et si vous me le permettez, j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu en arrière. En 1991, au sortir de la guerre froide, les États-Unis sont la superpuissance par excellence. Puissance militaire, puissance diplomatique, puissance économique, sans rival. Fait quasiment unique dans l'histoire de l'humanité depuis la fin de l'Empire romain. Même l'Empire britannique, à son apogée, avait des rivaux. Le premier coup de canif sur le plan militaire, diplomatique, c'est les attentats du 11 septembre et surtout par leurs conséquences, les guerres en Irak et en Afghanistan, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais sur le plan économique, je pense qu'un point de bascule, c'est la crise des subprimes en 2008. Je ne vais pas revenir en détail sur celle-ci, je vais juste raconter une anecdote. Au moment de cette crise, il y a des négociations assez longues, compliquées, entre les Américains et les Chinois. À l'époque, le secrétaire au Trésor américain est quelqu'un qui s'appelle Hank Paulson, qui est un ancien patron de Goldman Sachs, fin connaisseur de la Chine. Et côté chinois, celui qui est dans les négociations est Wang Xishan,
qui est à l'époque le vice-premier ministre de Hu Jintao et en charge des affaires économiques. Et à l'issue d'une très longue nuit de négociations, compliquée, douloureuse, Wang se tourne vers Paulson et lui dit « Vous savez, Hank, pendant longtemps, vous, les États-Unis, vous avez été notre maître, notre enseignant en matière économique. Eh bien, aujourd'hui, avec cette crise, nous venons de réaliser que nous n'avons plus rien à apprendre de vous. » Ça, c'était en 2008. En 2009, l'année suivante, Fareed Zakaria publiait un ouvrage au titre évocateur « The Post-American World and the Rise of the Rest ». L'idée, c'était le monde entre dans une ère post-américaine où les États-Unis vont continuer d'être une puissance extrêmement influente, dominante dans un certain nombre de secteurs, mais où elle va devoir concilier l'émergence de puissances émergentes, évidemment au premier rang desquelles la Chine, mais aussi l'Inde, le Brésil, la Turquie, la Russie, etc. Donc votre question, à ce moment-là, devient plus pertinente. Et puis elle devient d'autant plus pertinente aujourd'hui qu'on sort de 8 ans, quasiment 8 ans, d'administration américaine, et là il y a eu une continuité entre l'administration Trump et l'administration Biden, où pour des raisons de politique intérieure qu'on comprend très bien parce qu'on a les mêmes chez nous, rejet du libre-échange, incapacité qu'ont eu nos élites à expliquer les bénéfices de la mondialisation et les bénéfices notamment des accords commerciaux, il y a eu une politique menée par les administrations américaines qui a sapé les fondements du système commercial international sur lequel l'Amérique avait bâti sa prospérité post-1945. Sous l'administration Trump, des tarifs sans équivalent depuis Herbert Hoover en 1930, des guerres tarifaires, y compris contre leurs plus proches alliés, et des politiques qui se sont poursuivies, donc en grande partie, sous Biden. Et pourtant, malgré tout cela, malgré tout ce que je viens de décrire, à votre question, la réponse empirique que j'apporte quand je vois des conseils d'administration, des dirigeants d'entreprises à travers le monde que j'ai la chance de conseiller au quotidien, c'est que les États-Unis sont un marché impératif. Je ne rencontre pas une entreprise qui me dit « non, je n'ai pas envie d'aller investir aux États-Unis ». Non, je n'ai pas envie de conquérir le marché américain. Non, les États-Unis ne sont pas un marché en termes d'innovation, de production où j'ai envie d'aller. En termes de production, évidemment, on a évoqué les politiques industrielles, l'Inflation Reduction Act, le CHIPS Act, mais c'est aussi 2250 milliards de dollars qui ont été investis sur le plan d'infrastructure par l'administration Biden, qui vont se déployer à long terme et qui vont avoir un impact massif sur l'attractivité des États-Unis. Sur l'écosystème de l'innovation, Philippe Aghion l'a décrit extrêmement brièvement, je ne reviendrai pas en détail là-dessus, mais c'est un écosystème d'innovation qui ne se limite pas à la Silicon Valley. Aujourd'hui, vous allez en Arizona, vous allez au Texas près d'Austin, vous allez à New York, vous avez des écosystèmes d'innovation incroyables. Le système universitaire américain, malgré toutes ses turpitudes sociétales, demeure un aimant à talent. Et tout ça dans un contexte d'énergie incroyablement compétitif, puisque le prix de l'énergie est en moyenne 3 à 4 fois inférieur aux États-Unis à celui qu'on a en Europe. Et donc tout ça fait qu'à mon avis, à cette question, la réponse des entreprises est oui, c'est un marché impératif, mais il y a une autre question qui émerge. Cette autre question, elle se pose, à mon avis, plus à nos dirigeants. C'est la question de savoir jusqu'à quel prix sommes-nous prêts à payer pour accéder à ce marché américain. Devons-nous nécessairement aligner toutes nos politiques industrielles, commerciales, de sécurité économique pour avoir accès à ce marché américain indispensable ? Et là, je pense que la réponse est plus nuancée. Sur les politiques industrielles, je suis entièrement d'accord qu'il faut aller vers des politiques industrielles européennes plus ambitieuses. Je partage chacun des mots que vous avez dit, M. Aghion. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a les reins budgétaires pour lancer nécessairement un copier-coller de l'Inflation Reduction Act ? Par ailleurs, les politiques industrielles sont aussi parfois, telles qu'elles ont été menées en Europe dans le passé, source d'effets d'aubaine ou de gabegie budgétaire. Donc je pense qu'il y a un ajustement à faire là-dessus. Pareil sur le CHIPS Act et sur tous les domaines de la politique industrielle. L'Europe, géant réglementaire, nain budgétaire. Mais géant réglementaire, on n'arrivera pas à le rester si on n'est pas capable d'innover en parallèle. Effectivement, on a construit un mythe européen, c'est cet effet Bruxelles qu'on exporte. On norme tout au niveau européen. Mais si à un moment donné, l'Europe n'est plus capable d'innover, à ce moment-là, de plus en plus d'autres puissances vont se détourner du marché européen. Sur les politiques commerciales, là encore, moi je suis le premier à être satisfait que les Européens aient désormais une approche plus offensive en matière tarifaire. Je pense que, par exemple, imposer des tarifs plus élevés sur les constructeurs électriques de véhicules électriques en provenance de Chine est essentiel. Mais est-ce qu'on veut aller sur la pente nécessairement des Américains en termes de montant des tarifs et plus généralement sur l'ensemble de leur politique commerciale? Je n'en suis pas sûr. On a une économie européenne qui est aujourd'hui beaucoup plus exposée à la Chine que ne l'est l'économie américaine. Donc les conséquences pour nous d'une guerre commerciale, d'un découplage, seraient beaucoup plus importantes pour l'économie européenne que pour l'économie américaine. Politique de sécurité économique, c'est politique qui vise à nous préserver des tentatives d'interférence des puissances tierces. L'Europe a fait des progrès immenses au cours des 5 dernières années. On a un règlement sur les subventions étrangères, on a un instrument anti-coercition. C'est des noms qui peuvent paraître étranges, mais l'idée, c'est de
permettre à nos entreprises d'être mieux protégées quand elles vont sur les marchés à l'étranger, mais aussi d'avoir une concurrence plus équitable quand d'autres puissances tierces essaient d'exercer une coercition contre elles. C'est très bien. C'est très bien qu'on exerce un contrôle plus fin sur les investissements étrangers entrant en Europe. Mais est-ce qu'on veut aller sur la pente des Américains, sur la question du contrôle aux exportations ou sur la question des investissements sortants, c'est-à-dire nos investissements à l'étranger? Là encore, je n'en suis pas sûr. Et donc je pense que Kamala Harris ou Donald Trump soient élus, un des grands défis de l'Europe au cours des 5-10 prochaines années, ça sera d'être capable de dessiner sur le plan économique, sur le plan des politiques commerciales, des politiques industrielles, des politiques de sécurité économique, une voie autonome qui nous permette en même temps de continuer d'avoir accès à ce marché indispensable que sont les États-Unis. C'est un défi immense, mais c'est là tout le défi de cette diplomatie passionnante qu'est la diplomatie commerciale, qui consiste à réconcilier nos intérêts économiques avec les grands enjeux géopolitiques. Merci, Jérémy. C'était d'une très grande clarté. Merci beaucoup. Alors, voyons maintenant une expérience récente, puisque vous êtes Laurent Monniot à la tête de ECT, qui est une entreprise qui travaille dans le domaine environnemental et que vous êtes en projet actuellement, notamment en Californie, et que vous avez ce vécu d'une entreprise française au terrain, sur le terrain américain. Alors, comment vous ressentez les choses? Je vous remercie beaucoup et merci beaucoup de l'invitation. J'en suis très honoré. Oui, effectivement, un éclairage peut-être un peu différent, celui d'une ETI. Et je crois utile d'ailleurs de vous dire juste en 30 secondes ce que nous faisons. Ça permettra de voir dans quel cadre on tente et on réussit de s'implanter aux États-Unis. Aux États-Unis, je vais donner une expérience californienne. Alors c'est intéressant parce que c'est l'état de provenance de la candidate démocrate américaine. Donc on a développé depuis une cinquantaine d'années un modèle assez intéressant. On réalise des parcs, des forêts, des zones de compensation écologique, tous les espaces naturels, sans qu'il en coûte à la collectivité publique ou à personne, en récupérant les terres des chantiers d'excavation, évidemment en s'assurant que ces terres-là sont de bonne qualité. Et donc, ça fonctionne et ça fonctionne bien. On est né avec la création du parc de la Courneuve, Georges Valbon, Natura 2000, qui a été fait à l'occasion, je ne sais pas si vous le connaissez, mais sinon je vous invite à aller le visiter, il est magnifique. Et il a été fait à l'occasion du creusement du trou des Halles. Donc l'homme fait ça depuis longtemps, comme tous les animaux, il déplace de la terre. Et donc c'est un modèle assez astucieux, puisque quand on veut réaliser un parc, ou quand on veut s'intéresser à la renaturation d'un terrain qui n'intéresse personne, qui ne sera pas bâti, ça permet de le financer dans le cadre d'une économie circulaire assez performante. Et donc, fort d'un succès français, on a peigné le monde pour tenter de se développer. Et sur la base de quelques critères assez simples, il faut qu'il y ait du dynamisme, il faut que ça construise, et on comprendra assez vite pourquoi les États-Unis sont sortis du lot. Il faut une réglementation et que quelqu'un la fasse respecter. Si évidemment vous pouvez prendre un camion et aller dans le désert et déposer ce camion n'importe où, notre modèle ne fonctionne pas. Il faut, et ça pourrait être un cas par exemple par rapport à la Floride, il faut que la terre ait un prix, c'est-à-dire que le BTP souhaite payer pour s'en débarrasser. Si par exemple on creuse en Floride, on a plutôt un stock de terre qu'on peut vendre, parce qu'il y a toujours besoin de terre pour aller consolider un marais. Je ne parle pas du marais Poitevin, mais il a été réalisé de la sorte, accessoirement. Et donc lorsqu'on réunit ces différents paramètres, on en déduit une zone dans laquelle le modèle est adéquat. Ça a mis en évidence assez facilement la Californie, réglementation forte. Vous discutez à un Américain d'un autre État, il vous dit « Ouh là là, c'est l'enfer hein, en termes de réglementation ». Donc des gros volumes, de l'excavation, du dynamisme et une certaine empathie pour les Français, ce qui s'est confirmé. On y est globalement très bien accueillis. Et donc on a commencé juste post-Covid l'implantation sur un schéma assez simple. Trouvons des terrains, allons voir les élus et disons-leur, plutôt que d'aller émettre un green bonds de 300 millions de dollars à San Francisco pour fabriquer un parc, il y a une solution locale pour vous le financer. Ça fonctionne, mais de façon assez compliquée, avec certains enseignements assez contre-intuitifs et qui sont d'ailleurs assez intéressants dans le débat actuel et qui me conduisent néanmoins à dire oui sur la nécessité d'aller capter un marché de gros volume et qui me conduisent à dire c'est pas si simple que ça et c'est certainement pas l'Eldorado de l'entrepreneur et il y a énormément de choses d'ailleurs sur lesquelles on aurait beaucoup de valeur ajoutée à apporter et on a des corpus juridiques ou contractuels plus élaborés et plus efficaces. Alors premièrement, et je sais qu'il y a des préfets dans la salle, l'environnement réglementaire est
complexe, mais quand je dis complexe, si je devais le dire un peu de façon légère, il est un peu désorganisé, je pourrais dire pire. Donc il est peu lisible, il n'y a pas de règles qui existent. C'est le premier point. Le second point, c'est qu'il est différent bien sûr d'un État à l'autre. L'Arizona ne se comporte pas de la même façon que la Californie. Évidemment, au sein de la Californie, au sein des comtés, au sein des villes. Et par exemple, ça parlera peut-être à certains d'entre vous, ce qui s'appelle un waterboard aux États-Unis qui se préoccupe de la qualité de la ressource en eau ou des effets que telle ou telle activité pourrait avoir sur l'eau, ce qui recouvrirait des prérogatives de DREAL ou des prérogatives de DDT en France. Il y en a un grand en Californie, divisé en 9 branches. Les 9 fonctionnent différemment pour le même sujet. Donc très compliqué. On en viendrait, et je dis ça en souriant, à regretter le guichet unique qui est la préfecture française, la clarté des règles, le fait qu'on sache que quand on pose une question, 15 jours plus tard, on a une réponse, etc. Donc ça, très contre-intuitif, compliqué et plutôt un frein. Deuxième sujet, le rapport public-privé. Alors certes, dans la tech ou dans tous les autres secteurs qui sont plus près de l'image d'Épinal et de la perception qu'on a des US, c'est puissant. Dans le rapport au quotidien, autrement dit, quand vous voulez faire un contrat ou un acte de collaboration entre le public et le privé, pour le coup, rien n'existe. Donc, ou vous êtes mécène, vous donnez une grante, ou globalement, c'est un appel d'offres classique. Et là encore, un peu contre-intuitif, un appel d'offres aux États-Unis, les seuils sont extrêmement bas. Donc, je crois me souvenir que dans le comté de Los Angeles, c'est $2000. Ce qui veut dire qu'on est très loin de pas de problème, on décide vite, on fait ce qu'on veut, c'est plutôt plus compliqué. Ça encore, c'est plutôt un frein. On a trouvé notre chemin, nous, et finalement, on est à la frontière entre ce qui s'appelle un sole supplier, ça veut dire qu'on est les seuls à le faire, et un mécène, et donc on contracte en direct. Donc là encore, une relative pauvreté sur le corpus ou la doxa public-privé, mais une grande valeur ajoutée d'entreprises françaises. Le troisième point, c'est l'environnement au quotidien de travail, et c'est notamment le cas en Californie, est complexe. Ce n'est pas si simple que ça sur un plan salarial. Quand vous embauchez, il y a des contraintes. Vous ne pouvez pas, comme on l'entend souvent, faire partir des collaborateurs comme vous le voulez. Je n'ai pas dit que c'était un objectif. Le niveau de charge sociale est légèrement supérieur à celui de la France. Et vous êtes contraint au fameux double visage américain qui est, vous ne pouvez pas prendre votre voiture sans voir des travailleurs hispaniques, notamment partout. Et j'entendais, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais 45% des emplois actifs qui sont faits par l'immigration. Et pour autant, quand vous discutez avec la chose publique, elle vous présente une obligation de prevailing wages, c'est-à-dire de salaires très élevés à payer, mais qui sont en totale contradiction avec, d'une part, ce que vous voyez, ce qui est dans la pratique, et ce qui serait adapté à une bonne insertion de toutes ces différentes populations. Donc, un point de vue, je pourrais débattre davantage, mais donc un point de vue contrasté. Certes, le marché est très important et les prix sont très élevés, en bonne proportion. Alors, ça va pour les salaires. Par exemple, on embauche un ingénieur environnemental ou environnementaliste relativement junior à 30 ans en France, ça nous coûte 60K hors charge ou 70K hors charge. L'équivalent aux États-Unis, à San Francisco, c'est 180 000. Mais à l'inverse, la terre vaut beaucoup plus cher, les marchés sont plus prometteurs et les marges sont élevées. Donc oui, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup, notamment lorsqu'on apporte une solution innovante, mais pas si simple, pas si Eldorado de l'entrepreneur que ça, et donc de la valeur ajoutée probablement à générer ou à apporter pour nous. Monsieur le Premier ministre du Québec disait hier, posons-nous la question de ce qu'on peut apporter. Certainement, il y a des champs de nos usages multiséculaires ou de nos habitudes, notamment public-privé, qui sont importantes et qui sont innovantes et qu'on peut certainement leur apporter. Merci beaucoup, Laurent Monniot. On tenait vraiment à ce qu'il y ait cette vision très opérationnelle dans la situation de notre réflexion. Et plus largement, nous avons maintenant le bonheur d'accueillir Laurent Saint-Martin, qui est le directeur général de Business France. Donc, c'est lui qui couvre l'ensemble de la mobilisation économique sur l'ensemble des marchés du monde. Et donc, il y a une comparaison qui peut se faire facilement sur l'appétence des entreprises à aller aux États-Unis, sur la capacité d'accueil qu'elles y reçoivent, quel ressenti. Et puis, une question que je poserai aussi tout à l'heure à Philippe Inguion, c'est qu'on voit bien que, donc la conclusion déjà, c'est que ce marché est impératif, sous certaines conditions, ce marché est impératif. Est-ce qu'il y a un risque à un moment ou à un autre que les Américains nous demandent l'exclusivité de ce marché? C'est-à-dire, grosso modo, est-ce qu'il y a un risque qu'ils ne veuillent pas qu'on aille en Chine?
on voit bien que c'est le risque quand même très important de ça, parce que ce mot de marché impératif, c'est le président de la FEP, les grandes entreprises, qui l'avait posé, et sa phrase exacte, c'était « le marché américain et le marché chinois sont deux marchés impératifs pour les entreprises internationales françaises ». Donc ce sera une réaction un peu des entreprises. Comment, cher Laurent, tu ressens tout ça, toi qui animes cette politique avec beaucoup d'énergie et de talent? Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Cher Jean-Pierre, très heureux d'être avec vous ce matin. Business France, c'est l'agence du gouvernement en charge finalement de faire grandir deux flux. Le flux d'investissement étranger en France et le flux commercial de la France à l'étranger, c'est-à-dire finalement l'export. Je pense qu'il faut commencer effectivement par une photographie. Quand on parle de marché américain impératif, oui, je crois qu'on peut aller assez rapidement à la conclusion. Aujourd'hui, la photographie démontre que pour l'export français, en tout cas, et pour la place de la France dans le commerce mondial, les États-Unis restent un marché aujourd'hui impératif. La France est le 5e pays investisseur aux États-Unis, c'est 360 milliards de dollars investis. Ça emploie à peu près 800 000 salariés sur le territoire américain pour 5 500 filiales. Donc ce n'est pas anecdotique. Et oui, la place de la France, effectivement, elle est importante. Ça veut donc dire à la fois que pour notre balance commerciale, mais aussi pour notre puissance économique sur ce marché américain, il y a une nécessité d'y prospérer et de poursuivre les investissements qui ont été faits. Rappelons aussi dans l'autre sens, et là c'est le travail effectivement prioritaire de Business France, que les Américains sont les premiers investisseurs en France. Toujours à touche-touche avec l'Allemagne, mais en 2023, les Américains étaient les premiers investisseurs étrangers en France. Ça veut donc dire qu'on a des investissements croisés importants, massifs, je ne dirais pas interdépendants, mais ce qui est intéressant, et je crois que Philippe Aghion ne me contredira pas, c'est que la moitié d'entre eux concernent des investissements industriels à forte dimension R&D, forte dimension d'innovation. Et donc, on se regarde nos deux marchés, alors évidemment pour des raisons très différentes. Les États-Unis choisissent souvent la France, évidemment, comme une porte d'entrée européenne, et de plus en plus, et je rappelle que la France est le premier pays européen en termes d'investissement direct étranger depuis maintenant 5 ans, et que ce regain d'attractivité est évidemment aussi en match retour quelque chose d'important dans l'influence que nous pouvons avoir quand nous attaquons des marchés étrangers. Mais donc il y a ces investissements croisés à forte valeur ajoutée et à forte dimension de recherche et développement. Et je voudrais rebondir aussi sur ce qu'a dit très justement Philippe Camus, qui est pour moi un énorme problème français, qui est la perte de notre recherche et la création de la valeur ajoutée aux États-Unis par de la recherche française. Et je me permets de me re-arrêter là-dessus à nouveau. Il faut qu'on insiste sur la gravité de cette problématique-là. J'ai souvenir d'avoir rencontré une entreprise américaine qui m'a empêché de dormir pendant plusieurs jours après, parce qu'elle m'a expliqué de façon limpide que toute sa technologie, c'était du dispositif médical, toute sa technologie venait de recherche fondamentale française. Toute. Les chercheurs, les idées, tous étaient français, formés en France. Pas un euro de valeur ajoutée, non seulement sur le territoire français, mais de manière générale, qui pouvaient bénéficier après à la société française et au cluster français et européen. Donc cette déperdition-là, je pense que tant qu'on ne l'attaque pas vraiment par la face nord, on aura toujours la problématique évidente que Philippe Aghion a très bien démontré tout à l'heure, et on ne permettra pas d'avoir une réponse suffisamment à la hauteur de l'enjeu. Ça, c'est pour l'investissement. Le commerce bilatéral, il est aussi important, c'est-à-dire les ventes d'export-import entre nos deux nations. Il est aussi important, c'est à peu près 100 milliards d'euros d'échange de biens, 70 milliards d'euros d'échange de services. Excédentaire, déficitaire, ça dépend de quoi on parle et des périodes. Depuis la guerre en Ukraine et la facture énergétique, repassé déficitaire sur la balance des biens quand on était excédentaire juste avant. Mais la France a besoin de vendre aux États-Unis, et pour certains secteurs, c'est plus qu'un impératif, c'est une totale dépendance. Et j'ajouterai évidemment qu'en commerce bilatéral, ce qui frappe quand on est à Business France et qu'on accompagne les entreprises françaises sur l'ensemble des marchés mondiaux, c'est à quel point les entrepreneurs observent, à juste titre, la formidable résilience du marché américain. Et ça a été dit dans la table ronde précédente, on les a coulés dans les idées plus d'une fois. À la fin, les États-Unis restent toujours ceux qui parviennent à surprendre tout le monde par leur capacité de rebond, de croissance, de résilience. Plus 40% de PIB sur les 20 dernières années, quand l'Europe en a fait plus 20%.
et la France un peu moins d'ailleurs. On voit là, et le GDP par capita qui a été présenté tout à l'heure est aussi de moitié, et en dit long aussi, sur les différences de trajectoire que l'on porte. Donc quand on est un entrepreneur français, le marché américain, à part dans quelques secteurs où on peut peut-être essayer de s'en passer, oui, c'est un impératif et ça le reste. Pour certains secteurs, je le disais, c'est une dépendance. J'en cite 2-3 que vous comprendrez aisément. Les vins et spiritueux, qui sont l'un des secteurs qui tirent l'export français vers le haut, a besoin du marché américain, faute de quoi il ne pourrait pas tenir par rapport à la concurrence mondiale. On a à peu près 1/5 de l'export français vins et spiritueux qui va directement, toujours, sur le marché américain. La France est le 3e fournisseur de denrées alimentaires du marché US. Et on sait que c'est un fort marché de consommation. La France est 3e fournisseur. 50% du marché mondial des médicaments et services de santé se trouve aux États-Unis. 60% pour les biotech, 75% par exemple sur les logiciels SaaS. Donc vous avez des poches de marché sur lesquelles il y a des capitaux extrêmement importants qui sont évidemment extrêmement américano-dépendants et qui le restent encore aujourd'hui totalement. Ajoutez à cela évidemment un leadership, si ce n'est une hégémonie sur industrie financière, tech et tout ce qui a été évoqué précédemment, et vous avez la réponse, oui, évidemment. Une entreprise française, quand elle se tourne au-delà de ses frontières, regarde d'abord l'Europe et très rapidement, voire en même temps, les États-Unis. Et on l'observe nous-mêmes dans notre activité d'accompagnement, à peu près 2000 entreprises PME ou ETI françaises que l'on accompagne par an. C'est le pays où on le fait le plus. C'est à peu près 100 opérations collectives que l'on fait sur le marché américain. Et il y a à peu près 1500 VIE. Le VIE, c'est le volontariat international en entreprise. C'est un thermomètre intéressant pour savoir aussi l'attractivité d'un pays pour nos jeunes, pour savoir où est-ce qu'ils veulent travailler. Le volontariat international en entreprise, ce sont des entreprises privées qui embauchent des jeunes pendant 1 à 2 ans sur un marché étranger. Et aux États-Unis, on en a 1500 par an. C'est le pays où il y en a le plus au monde. Et donc là aussi, il y a une attractivité naturelle des jeunes vers le marché américain qui continue. D'ailleurs, petite parenthèse, on a accompagné à Business France une délégation d'entrepreneurs des quartiers avec Moussa Camara déterminé, que vous connaissez probablement. Et quelque chose de très intéressant, c'est que tous ne pensaient qu'au marché américain. Et donc le regard d'une jeunesse française se tourne beaucoup vers les États-Unis, encore, voire à mon avis, de plus en plus. Alors la question qui peut se poser, évidemment, et que Jean-Pierre a évoquée, c'est toutes les mesures protectionnistes qui ont été mentionnées. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'IRA, c'est tout le plan Biden qu'il faut regarder, et même au-delà, sont-elles de nature à changer la donne? Et quid demain, avec les élections, de l'évolution de mesures protectionnistes à mesures finalement coercitives et qui dictent, et là on serait dans de l'extraterritorialité commerciale, ce qui resterait quand même quelque chose d'assez innovant. Alors l'IRA de notre côté, l'observation c'est que ça marche. On ne va pas se raconter d'histoire, l'IRA ça marche, et évidemment il faut aussi le présenter comme tel, c'est bon pour les entreprises françaises qui s'y développent, l'IRA. Ce n'est pas quelque chose de fondamentalement négatif pour tout le monde. Donc il y a eu, par les mesures fiscales bien entendu, mais aussi par l'accès au marché public que cela crée, je pense que vous ne me contredirez pas, beaucoup d'opportunités d'affaires pour les entreprises françaises, beaucoup pour les grands comptes, c'est vrai, mais aussi pour les PME que l'on a accompagnées et qu'on a invitées davantage à s'implanter sur le marché américain. Et quand vous regardez les investissements que j'ai cités tout à l'heure, il y a près de 30 nouveaux investissements dits Greenfield, c'est-à-dire où il n'y avait rien avant pour cette entreprise-là, sur le marché américain, chose qui n'existait moins avant quand les entreprises ne faisaient qu'exporter là-dessus. On peut citer quelques comptes, c'est public, qui ont pu bénéficier de cette attractivité renforcée par l'IRA. On a le cimentier français Vicat, on a Total, on a Engie, on a Veolia. Toutes ces entreprises-là profitaient pour renforcer leur position sur le marché américain. Et c'est une bonne nouvelle pour les groupes français et pour l'influence française qui a pu en bénéficier. Même si c'est plus difficile pour les tissus de PME et de TI, ça doit rester une opportunité. Et c'est important aussi qu'elles le sachent et qu'elles ne voient pas uniquement le protectionnisme comme des barrières tarifaires, mais aussi comme des possibilités d'expansion et de développement. Y a-t-il des risques de répercussions avec nos relations avec la Chine? C'est la question de Jean-Pierre. Je crois que oui. Il y a des choses assez concrètes qui peuvent nous concerner assez vite. Vous regardez le Biosecure Act, par exemple, sur les biotech. Il n'est pas impossible d'imaginer que par voie de conséquence, par ricochet,
des entreprises européennes et françaises par leur coopération ou par leur partenariat avec des acteurs chinois se retrouvent effectivement pénalisés ou empêchés d'accès au marché américain. Donc, ce n'est pas de la barrière tarifaire, c'est de l'acte qui viendrait empêcher effectivement le déploiement français sur ces territoires-là. C'est quelque chose qu'on peut assez aisément imaginer. Et j'en viens avec un petit peu de prospective, à mon avis, quelle que soit l'administration au pouvoir après le mois de novembre. Je crois que là-dessus, il faut être très réaliste. Il n'y aura, à mon avis, presque aucune différence sur la politique de protectionnisme et d'America First prolongée après le mois de novembre, que ce soit Harris ou Trump au pouvoir. En revanche, il y aura évidemment des différences notables dans les relations entre alliés avec le président Trump ou la présidente Harris et la France, mais sur la volonté de poursuivre la politique tarifaire qui a été présentée et la volonté de poursuivre les mesures protectionnistes, probablement avec moins d'incitation fiscale, parce qu'à un moment aussi, il faut avoir les moyens de le faire, même quand on s'appelle les États-Unis. L'incitation fiscale est telle que probablement que cela va un petit peu évoluer, notamment si c'est Donald Trump qui est élu. On peut s'imaginer que les incitations fiscales sur les green tech et sur les énergies renouvelables va probablement diminuer dès 2025. En tout cas, on peut s'y attendre. Quelle réponse ? Là-dessus, elle doit être européenne. Je n'ai pas parlé d'Europe, je me suis concentré sur les relations franco-américaines, mais je partage ce qu'a dit Philippe Aghion en introduction. Géant réglementaire, nain budgétaire. En fait, au-delà de la question que Jérémy a justement posée de savoir le veut-on s'aligner et poursuivre la pente américaine, la question c'est peut-on faire autrement ? La question c'est peut-on faire autrement ? Et ce n'est pas faire preuve de faiblesse que de dire ça, c'est un réalisme et un pragmatisme commercial et d'investissement dans le monde qui demande quand même à ce que l'Europe sache se mettre, sinon en réciprocité, à la hauteur de ces enjeux, parce que le commerce international a changé, parce que les échanges d'investissements ont changé de nature et qu'évidemment, les compétitions commerciales ne se fonctionnent pas du tout de la même façon que quand il y avait une OMC fonctionnelle et un libre-échange de façon beaucoup plus régulée qu'aujourd'hui. En tout état de cause, et je conclurai là-dessus, ce qui est sûr, c'est que la réponse européenne doit penser à produire, à innover en France, en Europe, en même temps, voire avant de réguler et de réglementer. Tant que nous serons dans cette inversion des priorités et des valeurs, nous serons dans la situation actuelle et nous continuerons à voir nos chercheurs aller regarder probablement sur les paillasses américaines avant de regarder sur les paillasses françaises. Ce n'est pas pessimiste ce que je dis, je crois qu'il faut savoir regarder nos nœuds qui sont importants et savoir les dénouer ensemble en Européens, car sans cela, je crois qu'il n'y a pas d'issue très crédible et très réaliste à court-moyen terme. Et là, effectivement, cela deviendra impératif que l'Europe devienne aussi un marché indispensable pour les autres, Américains et Chinois. Merci beaucoup, Laurence, de cette intervention brillante et très claire. Monsieur le professeur Aghion, au fond, il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, sur la recherche et ce diagnostic assez catastrophique fait, quelle est la part des questions financières et du capital, du private equity dont vous avez parlé tout à l'heure, et du capital investissement? Parce qu'au fond, si les talents français partent, c'est souvent parce qu'ils ont eu des capitaux au départ, mais pour des sommes relativement modestes, et que les sommes lourdes, on ne les trouve pas dans le financement des entreprises, et qu'il faut aller chercher des partenaires américains. Donc il y a cette question de la recherche. Et puis, plus généralement, dans le prolongement de ce que dit Laurent, est-ce que le marché européen, un jour, peut être un rapport de force? Est-ce qu'on a des chances d'avoir ce rapport de force? Parce que si on veut maîtriser et les États-Unis et la Chine, il faut qu'à un moment, on leur dise, écoutez, si vous nous fermez, nous, on ferme aussi. Et donc, mais pour ça, il faut que notre marché soit quand même puissant, parce qu'on n'est quand même pas dans un monde de bisounours, on est dans un monde de rapport de force, et que l'Europe a tout fait pour que son rapport de force soit son marché. Est-ce que c'est ce cas? Alors je ne vais pas être trop long parce que chacune des questions mériterait une conférence. Donc l'innovation, je disais tout à l'heure, enfin, c'est une chaîne. Ça commence à la recherche fondamentale. Par exemple, beaucoup de chercheurs en IA, donc j'ai eu l'honneur de coprésider la commission IA avec Anne Bouvreau, on a remis un rapport au président de la République en mars. On a regardé notamment la question des chercheurs. On avait Yann Lequin dans notre commission et d'autres. Et en fait, si vous voulez, déjà au niveau de la recherche, on peut faire beaucoup plus en France. Par exemple, on a l'Institut universitaire de France, l'IUF, vous savez, qui sont des moyens
On pourrait imaginer tout à fait, j'en parlais aussi avec Antoine Petit, des super IUF renouvelables pour des chercheurs prometteurs en intelligence artificielle. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en œuvre. Également, on voit que beaucoup de chercheurs aimeraient être un peu hybrides, c'est-à-dire leur permettre de passer un peu de temps, de passer du temps à l'université, et de passer du temps chez Google ou chez d'autres, ou des entreprises de chez nous, d'avoir un peu un deal hybride. Donc faciliter, c'est là que la réglementation doit être adaptée. Donc je crois au niveau des chercheurs, on disait exception IA, c'était pilote IA, déjà essayer avec l'IA de rendre la recherche en IA, parce qu'il y a déjà des gens au niveau de la recherche qui partent, parce que les salaires sont mauvais, parce qu'ils n'ont pas cette flexibilité, et ils n'ont pas les moyens de faire leur recherche. Donc il faut déjà qu'on trouve les moyens de le faire. Et on a des outils pour le faire. Ce truc hybride et une super IUF, par exemple, ça, c'est des idées à creuser. Voilà, donc déjà pour la partie recherche. Après, il y a l'idée des startups. Évidemment, beaucoup de gens qui ont la recherche fondamentale, après les gens partent aux États-Unis parce qu'ils disent on trouve des capital risqueurs. Moi, j'ai vécu 20 ans à Boston, à Cambridge, Massachusetts, et j'ai vu défiler plein de consuls de France à Boston. Leur job principal, c'était d'accueillir des start-upers pour les aider. Et là, effectivement, il faut développer le capital risque. Il y a tout un développement financier en Europe. Et là, Draghi est en train de produire un rapport pour la Commission européenne, où il va beaucoup mettre l'accent, je crois, je ne veux pas trahir ce qui va être dans son rapport, sur le fait qu'on peut développer beaucoup le marché financier en Europe pour les high-tech. Voilà. Donc là, il y a beaucoup à faire, notamment le capital risque. On n'a pas d'investisseurs institutionnels, on a un retraite par répartition chez nous. Alors, évidemment, ça limite pas mal. Alors, est-ce qu'il faut mettre un peu plus de capitalisation à partir d'un certain niveau? Est-ce qu'on peut faire autre chose pour substituer partiellement au fait que nous n'avons pas assez d'investisseurs institutionnels? Là, il y a, je pense, quelque chose à méditer. Donc voilà, je crois qu'il y a une chaîne, et il y a plusieurs maillons de la chaîne sur lesquels on peut s'attaquer. La deuxième question que vous posiez, c'était... Le rapport de force avec le marché européen. Oui, le marché européen. Donc je pense que l'Europe en tant que telle ne doit pas se laisser faire. Je pense que c'est vrai qu'on a trop mis l'accent sur la concurrence à l'intérieur de l'Europe et on n'a pas assez regardé notre concurrence avec les autres. La politique de concurrence européenne, elle était en fait une politique d'intégration. Elle a été faite dans le but de permettre l'intégration. Et c'est une politique, bon, je ne vais pas faire du bashing, je pense qu'il y a beaucoup de bons côtés dans la politique de concurrence et c'est formidable qu'on en ait une en Europe, mais elle est trop inward looking et pas assez outward looking. Regardez pas suffisamment le fait qu'on doit être concurrent des États-Unis et de la Chine. Il faut faire attention sur le protectionnisme. Je veux juste mentionner, enfin, si on répond à l'innovation des autres par le protectionnisme. Alors évidemment, s'il y a du dumping ou l'IRA, etc., il faut se défendre. Mais il faut faire attention, il y a aux limites, si on est trop protectionniste, eh bien, c'est mauvais pour l'innovation pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, les pays destinataires répliquent, et donc ça nous restreint les marchés pour nos innovations. Deuxièmement, on sait que les échanges internationaux, c'est un vecteur de concurrence. Donc on se limite la concurrence et on sait que ça permet aussi les transferts de technologie. Donc le protectionnisme est une arme à manier avec beaucoup de doigté et surtout utiliser plus la menace de tarifs que les tarifs, quoi. Voilà. Mais en même temps, l'Europe doit avoir une politique face aux États-Unis et à la Chine et affirmer, mais en même temps, en ayant bien confiance que le principal levier de la concurrence internationale, c'est pas par le protectionnisme que vous y arrivez, c'est en étant meilleur que les autres. C'est comme ça que vous y arrivez. Le protectionnisme, on doit y recourir, ou à la menace du protectionnisme à certains moments, notamment les taxes carbone aux frontières est un outil, ou la menace de taxes carbone aux frontières, mais il faut faire attention de ne pas aller trop loin, parce qu'à ce moment-là, on se tire une balle dans le pied en termes d'innovation européenne. Je voulais juste mentionner ces points-là. Merci. J'ai une question sur l'attractivité des talents. Je pense que c'est un élément très, très important. Et au fond, est-ce qu'en France, on est suffisamment ouvert pour avoir des chercheurs américains ou essayer de les accueillir ou essayer de les séduire, ou des chercheurs chinois, au fond d'avoir des gens qui ont une capacité à venir faire l'innovation? Parce que c'est vrai que la présence dans les pays, c'est souvent l'occasion de trouver des réseaux, de trouver des talents, de trouver des compétences et d'aller les chercher et d'en tirer des profits chez nous. Donc est-ce que sur cette question-là, on n'est pas un petit peu en contradiction avec tout ce qu'on entend sur les questions migratoires, sur les questions d'influence, sur les questions aussi d'espionnage, parce qu'au fond, si on va chercher des étrangers pour aller chercher des compétences et des technologies dans nos universités, on craint toujours que ce soit un espionnage qui soit réalisé. Est-ce que, Laurent, sur ces questions-là, il y a des avancées? Alors, c'est une question extrêmement importante, l'attractivité des talents. D'abord, au-delà de la recherche fondamentale, la France a un atout pour attirer la R&D, la recherche appliquée, la recherche qui va directement sur les marchés, notamment grâce au crédit d'impôt recherche.
Et ça, je me permets de glisser un message à qui veut bien l'entendre, pas touche. Parce que l'attractivité française sur son innovation fonctionne depuis longtemps grâce à cet outil-là qui est connu et repéré dans le monde là-dessus et qui permet donc, par voie de conséquence, d'avoir des chercheurs étrangers qui viennent se greffer au laboratoire des investissements internationaux. Et il y en a un certain nombre qu'on peut citer. Est-ce que la France a une politique suffisamment offensive d'attractivité des talents de façon générale? Non. Non. Nous, on y travaille. On a beaucoup poussé pendant la loi immigration pour que justement la loi immigration soit aussi une opportunité d'aller choisir ces talents de façon offensive pour pouvoir avoir, d'un point de vue universitaire et industriel, un certain nombre de grands chercheurs et de grands professionnels dans le monde. On voudrait que, certes, Yann LeCun peut aller aux États-Unis, mais on voudrait aussi la réciproque et avoir un certain nombre de très grands chercheurs internationaux dans le territoire. On n'en a pas assez encore, et je pense qu'on n'est pas encore à la maille là-dessus. Et je pense qu'on ne démontre pas assez de façon offensive la volonté d'aller attirer ces talents-là. On a su le faire sur un moment spot très intéressant, qui était le Brexit, sur les impatriés, notamment grâce à la place de Paris. On a pu réussir un certain nombre de modifications législatives et réglementaires qui ont permis pour le régime d'impatriés d'avoir des professionnels de la finance londonienne venir davantage à Paris. On l'a moins fait, moins généralisé sur d'autres secteurs d'activité. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Et Jean-Pierre, si tu me le permets, avant de rendre le micro, tu as posé la question à Philippe de la question des capitaux. Il y a un enjeu qui est extrêmement important pour ne pas voir nos startups partir, qui est le capital levé après ce qu'on appelle série A, B, C, à partir de 50-60 millions d'euros jusqu'à 200-300 millions d'euros. On a un trou là-dessus, lié à l'absence de fonds de pension, à l'absence d'investisseurs institutionnels suffisamment robustes pour cela, c'est vrai. Mais si on ne règle pas cette problématique-là, même constat que pour les chercheurs, s'il n'y a pas cette réponse-là, c'est normal, et il ne faut pas leur en jeter la pierre, c'est normal qu'ils aillent chercher du capital ailleurs. C'est la vie de leur entreprise. Et concernant la cotation des entreprises, notamment des jeunes entreprises innovantes comme les biotech qui ont besoin à un moment d'aller chercher de l'argent de long terme sur les marchés, même problématique, et ça va rejoindre notre enjeu réglementaire européen. On n'a pas aujourd'hui des marchés boursiers européens suffisamment attractifs pour ces jeunes entreprises innovantes. Il n'y a pas assez de recherche sur leur action parce que, par exemple, avec la réglementation européenne MiFID II, on a plutôt contraint la recherche sur ces entreprises-là que favorisé. Donc, c'est un ensemble de problématiques qu'il faut regarder. Comment est-ce qu'on sait attirer de l'argent? Aujourd'hui, les capitaux qui viennent financer les fonds et les plus grandes entreprises sont encore américains. Comment est-ce qu'on fait pour avoir davantage de capital européen? Et comment est-ce qu'on fait quand les entreprises se rendent publiques, comme on dit en anglais, c'est-à-dire quand elles deviennent cotées en bourse? Comment est-ce qu'on fait pour avoir de la recherche-action sur elles en France pour pas qu'elles partent sur le Nasdaq et qu'elles deviennent de facto indirectement américaines un jour? Je peux mentionner juste une chose, puisqu'il y a une des choses qui a très bien marché en France, c'est les LabEx, les laboratoires d'excellence. Ça a été, donc en même temps que le crédit impôt recherche. Alors, il y a, bon, les études, je suis aussi pour qu'on n'y touche pas, mais il y a eu en tout cas les LabEx, il y a eu une étude très intéressante de mon collègue Antonin Bergeau et de co-auteurs à lui, et ils ont montré que, donc LabEx, c'est l'idée de dire, je crée des laboratoires, il y a un jury international qui octroie des moyens supplémentaires à des laboratoires d'excellence en recherche fondamentale, et ils attirent donc des chercheurs étrangers, comme ça. Et ils ont montré que ça a eu un impact très important sur l'innovation d'industries géographiquement et technologiquement proches des LabEx. Vous voyez, vous avez un LabEx spécialisé dans tel domaine, et bien dans les industries environnantes et qui sont dans les domaines connexes de ceux du LabEx, ça a eu un impact vraiment important sur l'innovation. Donc vous voyez, voilà, pour une fois qu'il y a quelque chose en France dont on sait que c'est avéré, qu'il y a eu un effet important. Donc je crois qu'il faut qu'on généralise l'expérience des LabEx. Voilà. Est-ce qu'on a aussi un problème des salaires en France? Ceux qui sont partis dans la recherche médicale, et quand on voit les grandes entreprises qui sont dirigées par des Français, mais qui sont aujourd'hui à Londres ou en Australie, on voit des grands Français à la tête d'entreprises internationales très très puissantes. C'est le salaire qui l'a attiré, non?
Et donc là, comment est-ce qu'on peut essayer de résoudre ces questions? Parce qu'il est évident que les Français trouvent ces salaires complètement déraisonnables et tout ça. Mais au fond, on le voit bien même dans les questions d'aménagement du territoire. Souvent, un entrepreneur dans un canton, à lui seul, il peut faire vivre le canton. Si on avait un bon entrepreneur dans chacun des cantons de France, on aurait un aménagement du territoire qui serait différent de ce qu'on a. Et c'est l'attractivité du bonhomme qui peut être un moment très, très important. Donc, mais naturellement, le débat social aujourd'hui est complètement bloqué sur ces questions-là. Et donc, il faut trouver des solutions pour que la compétition, c'est quand même à partir du moment où on est sur cette intelligence. Ce que disait Monory d'ailleurs à l'époque quand il créait le Futuroscope, le monde à venir est une compétition des intelligences. Et donc, il faut aller chercher les talents pour conduire nos entreprises, pour conduire des équipes. Et c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Philippe Camus. Oui, enfin, par ailleurs banquier. Donc. Oui, voilà. Non, mais en fait, dans le système américain, l'écosystème qui fonctionne bien, c'est le lien entre universités, centres de recherche, les entreprises privées, et puis les autorités, soit fédérales, soit l'État, soit même le comté, qui va mettre en place un certain nombre de moyens. Ce triangle-là fonctionne très, très, très bien, sans que ça pose aucun problème, ni de réellement de procédure, c'est pas très compliqué. Et deuxièmement, il y a une espèce de reconnaissance sociale à tout cela. Alors qu'en France, déjà, pour faire travailler une université avec une entreprise privée, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de réticences culturelles, tout simplement, de la part. On peut dire politique quand même. Oui, mais on a essayé, ça a été tenté, mais c'est toujours un peu difficile. En plus, on avait des universités qui étaient extrêmement éparpillées. Donc déjà, il y a eu un regroupement avec le rassemblement des IDEX, qui était un peu le label niveau université. Bon, moi, j'ai suivi de près ce qui s'est passé à PSL, Paris Sciences et Lettres, parce que c'était l'école normale, etc. Bon, ça a été compliqué à faire. Et après, déjà compliqué entre les universités, les grandes écoles, etc. Et derrière, faire en sorte que la dimension collaboration avec des entreprises pour aboutir à des projets précis soit mise en place. Ça aussi. Bon, ça vient, c'est très lent, mais c'est la clé. C'est là-dessus qu'il faut continuer à travailler. Je trouve que, par exemple, la réussite de Paris Saclay est assez remarquable. On voit bien que là, ça y est, c'est parti. Il y a eu des problèmes de gouvernance, mais enfin, bon, c'est parti, et il y a un écho international qui est patent. Ça, c'est ça qui attire les chercheurs étrangers, parce qu'ils vont avoir à la fois le cadre, un nombre suffisamment élevé de qualité de leurs collègues en France, et puis la reconnaissance internationale, parce que c'est exposé au niveau international. Donc, bon, alors sur le plan des salaires, moi, je pense que ce qui se passe, c'est que là, si on passe de l'université à la vie, disons, dans une entreprise, c'est vrai que les salaires américains, aujourd'hui, sont beaucoup plus attirants que les salaires européens, et les conditions de travail sont meilleures, entre guillemets, même s'il y a beaucoup de défauts dans la société américaine. Le niveau de vie va être, pendant un certain temps, plus facile, les moyens sont plus importants, les débouchés plus larges. Bon, donc c'est très attirant. Et c'est vrai, on le disait tout à l'heure, mais tout ce qui est intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est vraiment entre les mains de cerveaux français. Enfin, les mains des cerveaux. Les neurones, pardon, c'est le cas de le dire, les neurones. Mais il y a du cerveau dans la main. Hein. Voilà, oui. Et c'est un peu dommage, parce que finalement, on aurait pu le faire aussi en France. Au début, ce n'était pas très compliqué. D'ailleurs, toutes les théories ont été faites par des Français, par des mathématiciens français. La même chose dans la biotech. Regardez l'exemple de Moderna. Moderna qui a été l'inventeur d'un des 2 vaccins contre la Covid, à partir d'une technologie de messenger RNA. Ce n'est pas très compliqué à développer. Moi, je connais un projet de près où c'est quelques millions de dollars au départ qu'il faut mettre. Quelques millions de dollars. Et à partir de là, bon, avoir les idées qui vont bien pour se développer. C'est des Français. Le dirigeant de Moderna est un Français. Voilà. Mais il est bien là où il est. Et il n'a pas d'intention de revenir en France, je crois, en tout cas. Non. Bien. Une dernière question sur ces sujets-là. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas aussi une piste qui est pas peut-être
très développée, même si elle existe, qui est la décentralisation. Au fond, les régions, les universités et les entreprises peuvent essayer. Je sais que la région Aquitaine fait pas mal de choses sur ces questions-là. Il y a quand même des libertés qui pourraient être enclenchées et qui font, parce que vous avez à plusieurs reprises cité les comtés, cité les territoires, et au fond, chez nous, on remonte toujours dans les hautes sphères parisiennes. Mais au fond, quand on voit des structures comme les universités à Toulouse ou à Bordeaux ou à Lyon, on a aussi des capacités assez formidables. Il y a des agglomérations, il y a des territoires, ce qui peuvent essayer de porter quelques projets. Jérémy, votre génération là, elle doit être aussi un peu girondine si elle veut être dynamique. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est toujours frappant quand vous allez aux États-Unis, quand vous parlez à des gouverneurs américains. C'est la connaissance qu'ils ont de leur tissu économique. Parce qu'en fait, il y a une compétition entre puissances sur le plan géopolitique, mais il y a une compétition aux États-Unis, entre États américains, pour attirer de l'investissement. Et je pense que c'est une concurrence qui est très saine. Et c'est une course à l'innovation, à des mesures sur le plan local qui sont adaptées à leur écosystème entrepreneurial, etc. Et je pense qu'en France, effectivement, on gagnerait énormément à donner plus de latitude à nos élus locaux, aux collectivités territoriales, pour être capables, sur des territoires qu'ils connaissent extrêmement bien, de mettre en œuvre les mesures. Surtout à un moment donné où on voit bien qu'il y a des nouvelles générations qui ne veulent plus nécessairement vivre à Paris, qui ne veulent plus nécessairement vivre dans des grands centres urbains et qui donc, si elles avaient la possibilité d'entreprendre au niveau local, seraient très heureuses de le faire. Alors évidemment, c'est derrière des politiques plus larges de désenclavement de certains territoires, etc., qui doivent être mises en œuvre. Mais je pense que aller vers une vraie décentralisation en France, ça serait absolument essentiel. On est dans un modèle complètement étatique qui ne fonctionne pas. Et par ailleurs, il y a d'autres pays, regardez en Europe, en Belgique, c'est assez intéressant de voir par exemple au niveau de la région flamande, qui est aujourd'hui une pépite en termes d'ETI au niveau européen, parce qu'effectivement, au niveau local, il y a un écosystème extraordinaire, il y a des autorités locales qui favorisent la création d'entreprises, qui favorisent effectivement l'innovation, et donc la région flamande est une des locomotives de l'Europe. Et là, je pense que nous avons beaucoup de leçons à apprendre, à la fois des États-Unis, mais aussi de nos voisins européens. Philippe Aghion mentionnait le Danemark tout à l'heure, il y a bien des voisins européens qui ont des systèmes plus décentralisés, qui fonctionnent extrêmement bien. Je vous remercie beaucoup de ces contributions, mais je vois, et Jérémy l'a dit, au fond, on parle des États-Unis, on parle chaque année on a des thématiques, et à chaque fois on arrive à la même conclusion, c'est quelles leçons à tirer pour nous. Et on voit bien que cette réflexion-là impose une réflexion, notamment au niveau européen, comme le disait le professeur Aghion tout à l'heure, où on voit bien qu'il y a des nécessités de repenser un certain nombre de politiques, notamment industrielles, pour pouvoir être à la hauteur de cette compétition. Merci beaucoup, on a appris beaucoup de choses et on vous exprime toute notre gratitude.